Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Caroline Désir. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise et députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre du Parti Socialiste, et vous venez de prendre la tête d'un groupe de travail qui va plancher sur les questions du cours de citoyenneté. Ça veut dire quoi la citoyenneté en 2015 ? Mais justement, ce sera une des missions du groupe de travail de définir les contours de ce futur cours. Vous savez que nous sommes en débat là-dessus depuis pas mal de temps à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais les choses se précisent et donc nous travaillons sur l'instauration d'un réel cours de citoyenneté à part entière. On espère à partir de la rentrée 2016. Les mots ont leur importance. On dit citoyenneté, pour ceux de ma génération, ça fait penser à l'éducation civique, le devoir citoyen, le fait d'aller voter, etc. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce mot-là et pas cours de philosophie ou cours comparé des religions? Ça va faire en fait partie des questions auxquelles on va devoir répondre dans le cadre de ce groupe de travail également. Donc citoyenneté, c'est pas sûr que ce sera le mot définitif? Non, non. Nous, on avait proposé éthique citoyenne, mais ça n'englobe pas non plus l'ensemble des choses qu'on veut mettre dedans, parce qu'il y aura beaucoup, évidemment, de philosophie, d'initiation à l'esprit critique, au raisonnement, à l'argumentation. Donc voilà, on n'a pas encore trouvé un nom générique qui rassemble l'ensemble de ces idées, mais ça pourrait être citoyenneté, philosophie. Voilà, ça fait partie des choses dont on Donc même le nom est sur la table. Oui. Alors, c'est un groupe de travail. Donc il est composé, il y a 4 députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc socialistes, 3 libéraux, 2 CDH, 1 écolo. Vous êtes la présidente et un FDF. Et vous êtes la présidente, ça veut dire que vous devez faire en sorte que tout le monde atterrisse pour le 7 juillet, c'est ça? Oui, mais donc c'est effectivement, on n'a pas un délai très long, mais... Donc réunion toutes les semaines, on va avoir des réunions toutes les semaines. Je vais proposer une méthodologie de travail. On a reçu un questionnaire de 12 questions que je pourrais rassembler en 3 différents thèmes. On a le contenu, on a évidemment tout ce qui est organisationnel et on a tout ce qui touche au personnel qui pourra... Pourquoi est-ce qu'il fallait un groupe de travail? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la ministre de l'Éducation, Joëlle Milquet, qui décide toute seule? Il y a une grosse demande du Parlement d'être impliqué dans ce débat depuis pas mal de temps. Ça fait déjà depuis la législature. C'est-à-dire qu'on essaie de dépasser les clivages politiques? Oui, je pense que vraiment, donc d'abord tous les groupes politiques ont très envie de participer à l'élaboration de ce futur cours. Beaucoup de propositions sont sur la table de différents groupes politiques et voilà, on avait envie d'exclure personne du débat et je pense que c'est vraiment un thème qui mérite l'attention. Mais vous allez produire un rapport, la ministre sera tenue de le suivre ou elle peut faire autre chose? Disons que je crois que c'est difficile de s'asseoir sur un rapport parlementaire. Évidemment, le but c'est de pouvoir influer et surtout d'essayer de faire consensus déjà sur un maximum de points, mais ça fait partie... Consensus, ça veut dire qu'on va essayer de mettre tout le monde d'accord? Le plus possible. On sur une question aussi sensible, quand il y a des laïcs et des croyants, des chrétiens, c'est évident ou ça va être ça le clivage principal? On avance. Déjà, on a inscrit ce cours dans la déclaration de politique communautaire. Je pense que ça fait de nombreuses années qu'on essaye sans y parvenir. Les choses avancent. Je pense que sur le contenu même du cours, il y a déjà beaucoup de points de rapprochement. On verra au fur et à mesure des réunions, mais j'espère vraiment qu'on avancera au maximum de manière consensuelle. Mais l'idée de ce groupe de travail est aussi de pouvoir, on n'est pas dans le cadre d'une commission, donc c'est aussi de pouvoir un peu libérer la parole et il y aura des auditions? Je ne pense pas qu'on aura le temps. On a déjà beaucoup de contributions. Vous ne prendrez pas le temps d'écouter les profs, profs de morale par exemple, la contribution des pédagogues? Donc d'abord, on a déjà fait beaucoup d'auditions, notamment sous la législature passée. On a auditionné tous les profs de morale et de religion, les inspecteurs, les syndicats. On a vraiment déjà fait beaucoup d'auditions, donc on a déjà tout un travail derrière nous. Mais au-delà de ça, le travail du Parlement va être une des étapes d'un grand processus de consultation organisé par le gouvernement et la ministre qui va se dérouler sur tout l'été jusqu'à septembre. Donc on est une des parties du travail. Des auditions auront lieu dans ce cadre-là avec la ministre également. Alors on rappelle, pour tous ceux qui ne connaissent pas le dossier par cœur, on parle de quoi? On parle d'une heure de cours qui va remplacer l'heure de morale ou de religion dans les établissements de la Fédération, c'est-à-dire l'enseignement officiel? Pas uniquement des établissements de la Fédération, également l'officiel subventionné, donc toutes les écoles. Mais le libre n'est pas concerné? À ce stade-ci, le libre n'est pas concerné. C'est pas dommage. Écoutez, peut-être qu'un jour, on pourra étendre la formule à l'enseignement libre. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas ce qui était dans la déclaration de politique communautaire, mais c'est aussi une des questions qui va être débattue, évidemment aussi, voilà, comme les autres. Mais si on veut s'en tenir strictement à la DPC, alors on est dans la DPC, c'est la déclaration de politique communautaire. On est dans une heure de cours de morale et de religion, une heure de citoyenneté
pour le réseau officiel. Alors, on sait tous qu'il y a eu ce fameux arrêt de la Cour constitutionnelle qui a un peu accéléré les choses, qui a fait beaucoup de débats avec l'idée de ce fameux cours de rien à la rentrée prochaine pour accueillir les élèves qui choisiraient d'être dispensés de morale ou de religion, puisque la nouveauté, c'est que ces cours ne vont plus être obligatoires. S'il n'y avait pas eu tout ce dohu-bohu autour de cet arrêt de la Cour, il n'y aurait pas eu le groupe de travail? Ça a accéléré les choses un petit peu quand même, non? C'est sûr que ça a mis... ça les rend plus compliqués? Je pense certainement que ça les met plus compliqués. Maintenant, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. On devait réagir aux conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ce qui est un peu embêtant pour nous, c'est que ça met pas mal de confusion dans le débat. Il y a la rentrée 2015, la possibilité de dispense. Vous travaillez sur la rentrée 2016. Hein? Nous travaillons uniquement sur la rentrée 2016 et sur le véritable cours de citoyenneté. Ce qui va se passer en 2015, voilà, on essaye de gérer les demandes de dispense. Vous avez vu les chiffres, elles sont quand même importantes, surtout dans certains établissements, surtout dans le secondaire. Donc c'est sûr qu'on va essayer de gérer au mieux cette phase de transition, mais on va devoir se poser la question pour le futur aussi, que va-t-on faire avec les élèves dispensés, puisque si on est dans l'optique 1 heure de cours de morale et de religion, 1 heure de citoyenneté, on continuera à avoir une partie d'élèves dispensés pour 1 heure ou encadrés pédagogiquement pendant 1 heure, et à côté de ça, ils auront 1 heure de Donc des élèves qui n'auront rien à faire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller vers 2 heures de cours de citoyenneté? Ça fait partie des questions qui sont sur la table. L'avis de Caroline Désir? Moi, mon avis, et j'ai déposé une résolution en ce sens avec ma collègue Latifa Gaouchi, nous voudrions aller vers 2 heures de citoyenneté, à la fois pour des raisons de cohérence pédagogique et pour des raisons aussi, oui, on réagit aussi aux conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et on supprime complètement les cours de morale et de religion? Non, ça de toute façon, la Constitution ne nous le permet pas. Donc ça, il n'est absolument pas question à ce stade de supprimer les cours de morale et de religion, mais de les organiser sans doute différemment, sous forme optionnelle, etc. C'est-à-dire quoi, les mettre en fin de journée pour qu'on n'ait plus le problème de garder des élèves à l'intérieur de l'établissement s'ils ont choisi d'être dispensés? Oui, tout est possible. En secondaire, ça peut être sous forme de cours à option. Vous savez, les grilles sont différentes parfois de... Ça va être difficile d'avoir un consensus sur ce point-là? Oui, peut-être, mais voilà, nous avons remis nos objectifs en tant que députés PS sur la table. À part ça, on a une déclaration de politique communautaire qui prévoit 1 heure, et nous sommes des partenaires loyaux, on a l'habitude de respecter ce qu'on écrit. Simplement... Est-ce que ce n'est pas l'occasion, pour beaucoup de laïcs, de mettre un terme, ou en tout cas d'amoindrir la portée des cours de religion, dont on sait qu'ils sont le résultat du pacte scolaire, c'est un héritage du passé? Écoutez, on fonctionne dans une organisation qui existe depuis 1959. Entre-temps, la société a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus multiculturelle. À l'époque, c'était le cours de morale et le cours de religion catholique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des religions qui ont pris beaucoup plus d'importance. La religion musulmane a beaucoup de poids à Bruxelles. La religion musulmane a beaucoup de poids à Bruxelles. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut repenser à l'organisation de tout ça dans notre système scolaire? Est-ce qu'il ne faut pas des lieux où les enfants ne sont pas séparés, où ils sont rassemblés, où ils peuvent discuter ce sera le cours de citoyenneté. Mais ma question, c'est est-ce qu'on renvoie le cours de morale de religion? Est-ce que le cours de morale, il a encore un sens? Oui, je pense que et le cours de morale et le cours de religion ont encore un sens. Si le cours de religion devient optionnel, le cours de morale, il a encore un sens? Oui, pourquoi pas, bien sûr. La Cour constitutionnelle a dit que c'était un cours de morale engagé. Voilà, on peut aussi choisir d'aller dans un cours de morale engagé. Le cours de citoyenneté aura une autre raison d'être et rassemblera l'ensemble des élèves. Est-ce qu'on peut dire ce qu'il y aura dans ce cours de citoyenneté? Oui, alors on a déjà évidemment, je vous dis, il y a beaucoup déjà de contributions, notamment les professeurs de philo, de tous les départements de philo des différentes universités sont en train de plancher là-dessus. Notre idée, c'est évidemment... tout ce qui est, je disais, éducation à la démarche philosophique, au raisonnement, à l'esprit critique. Donc apprendre à se questionner, à regarder le monde. Oui, tout à fait. Et aussi tout le volet éducation à la citoyenneté, à la démocratie, dans quel donc contexte, comprendre dans les quelle société nous institutions et savoir sommes, pourquoi le droit de vote est obligatoire. Voilà, par exemple. Donc toutes ces questions, évidemment, dépendront de l'âge des enfants, mais vous savez... Les relations entre catholiques, musulmans, juifs, non-croyants? Bien sûr, l'histoire des religions, la tolérance, tout ça, et tout ce qui touche au vivre ensemble dans une société multiculturelle. Ce sera dans le cours. Tout ça, vous allez arrêter le programme ou ce sera le rôle de la ministre? Donc nous allons aussi nous pencher sur la question de ce qu'on appelle les référentiels. Donc quel type de compétences, quel type de savoir nous voulons que les élèves atteignent. Voilà. Nous allons discuter de ça aussi au groupe du travail. Après, évidemment, c'est pas nous qui allons écrire le programme comme parlementaires. Nous allons définir le cadre de ce qu'on veut y mettre. Après, c'est évidemment les experts qui vont travailler là-dessus. Qui donnera ces cours? Alors, qui donnera ces cours? Ça fait
aussi partie des questions qui sont posées. Ce sont les profs de morale ou les profs de religion qui pourront le faire. Travailler dans l'ordre, il faut définir les titres et fonctions qui permettent d'accéder à ce cours. Et évidemment, la question subsidiaire, c'est que fait-on des professeurs de morale et de religion qui perdraient dans ce système des heures de cours? Peuvent-ils avoir accès s'ils ont le titre adéquat? Évidemment, ça ne posera pas de problème. Et organise-t-on des formations continues qui leur permettent d'y accéder? Ça ne posera pas de problème. C'est-à-dire que des profs de religion musulmane ou catholique qui vont donner un cours où on va expliquer aux autres ce qu'est la religion musulmane, catholique, mais aussi des religions qui ne sont pas forcément la sienne, ça ne pose pas de problème. Mais écoutez, ça, il n'y aura pas un danger que certains profs imaginons un professeur de religion... pas la distance nécessaire. Imaginons un professeur de religion islamique qui est diplômé en philosophie. Il a, par exemple, le titre, imaginons le titre requis pour donner le cours. S'il se soumet à l'obligation de neutralité, puisqu'on est ici, évidemment, dans un cours général, comme le cours de français, de maths, etc., s'il se soumet à l'obligation de neutralité, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas donner le cours. Mais c'est sûr qu'il doit changer de casquette. Il ne pourra pas en même temps donner un cours de religion, à mon sens, dans la même école. Sinon, la confusion, évidemment, est totale. Voilà. Mais je vous donne comme ça mon point de vue. Ça fait partie vraiment des choses... Donc, débat jusqu'à la mi-juillet, enfin début juillet, entre parlementaires. Ouais. Et après, il faut que tout ça soit prêt pour les élèves pour la rentrée de septembre 2016. Oui, alors évidemment, les étapes, je le disais, ça fait partie d'un grand processus de consultation, d'audition, etc., qui sera mené par la ministre. À partir de septembre, il va falloir plancher sur ces fameux référentiels, les compétences, les savoirs atteints, les titres et fonctions. Donc là-dessus, et les formations à mettre en place, puisque même si le cours ne commence dans certaines années, sans doute qu'à partir de la rentrée 2016, il faut évidemment qu'on puisse former les enseignants à le donner avant. Ouais. Voilà. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on parle un instant du financement des écoles à encadrement différencié. Il y avait encore un reportage dans le journal de Télé Bruxelles. Il y a visiblement un clivage entre des directeurs et la ministre de l'Éducation, Joëlle Milquet. Elle souhaite que cette enveloppe, qui est une enveloppe supplémentaire pour les écoles dans les quartiers difficiles, pour le dire simplement, bénéficie essentiellement à l'embauche d'enseignants pour assurer un encadrement plus important pour les élèves. Elle a raison ou pas? Mais, oui, je pense qu'elle a raison. Donc on a... D'abord, il faut bien préciser les choses. Il ne s'agit pas de supprimer des moyens à l'encadrement différencié. C'est vraiment un de nos combats. Il s'agit d'exiger que 35% de la somme serve à rémunérer les enseignants. 35% d'une partie de la somme, parce qu'on parle ici de la dotation complémentaire. Donc, c'est 14 millions dont on parle sur un total de 60. Donc, pourquoi est-ce que les directeurs se cabrent alors? Alors, pourquoi est-ce qu'ils se cabrent? Parce que jusqu'ici, cette partie-là de dotation complémentaire pouvait être utilisée à toutes sortes de choses, notamment de l'engagement personnel, mais aussi des sorties scolaires, culturelles, sportives. On a dit que parfois, ça servait même à repeindre des classes. De l'embellissement de locaux, de l'achat de matériel. Ça va ou ça ne va pas, ça? Mais ça peut aller dans une certaine proportion. Maintenant, on se rend compte, puisqu'il y a eu un rapport de l'inspection, vous en avez entendu parler, on nous l'a présenté hier au Parlement, on se rend compte que dans certains établissements, il y a une grosse part de ces moyens qui vont à l'embellissement de locaux. Or, aujourd'hui, ce que le gouvernement voudrait faire, c'est recadrer un peu les objectifs. Vous êtes d'accord avec le gouvernement? Bien sûr, parce que notre objectif principal, c'est la lutte contre l'échec scolaire, la lutte contre les inégalités scolaires. N'oublions pas que le gros problème de notre enseignement, c'est qu'il est beaucoup trop inégalitaire. Donc, le but de l'encadrement différencié... Quand les directeurs disent, oui, mais si on nous cadenasse comme ça, c'est-à-dire qu'on nous retient notre liberté, la vérité dans un établissement n'est pas celle dans l'autre. Je pense évidemment qu'il faut laisser de l'autonomie aux établissements. Et que parfois, avoir un logopède ou un surveillant, c'est très utile. Et ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas le même statut, et c'est pourtant ça qu'on doit faire. Oui, mais c'est pour ça qu'on fixe un pourcentage minimal. On n'a pas dit qu'il fallait plus engager que du personnel, mais l'idée, c'est vraiment de recentrer les objectifs vers la lutte contre l'échec scolaire et vers plus d'égalité dans la réussite. Voilà, c'est des objectifs politiques. Je pense que l'autonomie des établissements est importante, vraiment, mais il faut fixer un cadre. Ça, c'est le rôle du politique, je pense. Merci, Caroline Désir, d'avoir été l'invitée de l'interview. Demain, c'est Jean-Christophe Peuzès qui présente l'interview. Et moi, je vous retrouve samedi pour les experts.